Bonjour à tous. Merci d'être au Théâtre Médène aussi nombreux. Je rappelle qu'il y a des casques pour l'interprétation en anglais. Alors, nous ouvrons cette matinée avec deux artistes majeurs du cinéma français. Tout d'abord, Virginie Efira, actrice au parcours fulgurant, couronnée d'un César, est devenue l'une des interprètes les plus incontournables de sa génération, dont l'audace, la sensibilité et la puissance de jeu façonnent des rôles d'une grande intensité. Et puis, Chiara Mastroianni. Actrice d'une finesse rare, récompensée à Cannes, capable de passer avec une élégance singulière du cinéma d'auteur aux œuvres les plus audacieuses, toujours avec une précision et une profondeur remarquables. Pour accompagner cette rencontre, nous avons la joie d'accueillir Charles Tesson. Eh oui, immense critique de cinéma et ancien délégué général de la Semaine de la critique du Festival de Cannes, dont l'expertise et la sensibilité feront de cette conversation un moment très riche. Je vous souhaite une belle séance à tous et j'appelle Charles Tesson, Virginie Efira et Chiara Mastroianni. Bonjour Virginie. Bonjour tout le monde. Bonjour Charles. Ravi et honoré d'être là avec vous et très ému et très heureux. J'espère que ça sera partagé par vous et par la salle. Alors oui, Virginie, Mélita vous a déjà présenté. C'est vrai que... Elle a dit majeur alors que c'est 17 ans et demi. Oui. Ouais, bientôt 18. Bientôt. Ouais. Mais je veux dire que depuis que vous êtes arrivé dans le cinéma, votre présence a été remarquable et remarquée. Et que dire, il y a un César, vous avez quand même eu le César, la meilleure actrice pour Revoir Paris, Alice Dunocourt, 6 fois nommée dans cette catégorie, Victoria, Justine Triet, Un amour impossible, de Catherine Corsini, que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est votre très belle composition en termes de mélodie de jeu du premier dernier plan. Puis il y a Nish Schneider en face, qui est très bien aussi. Non, mais je m'explique en tant que critique de cinéma, parce qu'il joue le rôle tel que vous le percevez, vous, sans savoir qu'il est. Et Nish, dans le film, joue le personnage tel que vous le percevez, sans savoir qui il est réellement. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Et oui. Comme, pour parler autrement, c'est un acteur et un personnage qui cache bien son jeu dans tous les sens du terme. Bien, passons. Bon, après, il faut aller vite. Oui, L'amour impossible, Adieu les cons, c'est un autre registre. Benedetta, Paul Verhoeven, on en reparlera. L'amour et les forêts, Valérie Donzelli, et une fois nommée meilleure actrice dans un second rôle pour Le Grand Bain, mais c'est logique, il n'y a que des grands seconds rôles dans Le Grand Bain. Chiara, là je suis très ému et très impressionné par une filmographie extrêmement impressionnante. Je ne vais pas tout citer parce que c'est toute une page. Mais il a commencé avec André Téchiné, Catherine Deneuve, Robert Altman avec Marcello Mastroianni, et 2 films que j'aime beaucoup, que j'ai revus, qui est 3 vies, une seule mort, de Raoul Ruiz, avec le tout jeune Belleville Poupeau qui sera votre mari dans Un conte de Noël, et la scène finale avec Marcello Mastroianni est très belle. Raoul Ruiz n'est pas un cinéaste de l'émotion, mais c'est peut-être la scène la plus émouvante qu'il ait jamais réalisée. Voilà. Et après, il y a Comment je me suis disputé, Arnaud Desplechin, on en reparlera, et plein d'autres films. Vous avez eu le prix d'interprétation à certains regards pour La Chambre 212 de Christophe Honoré, qui est un très beau film, et vous êtes absolument remarquable. On en verra plusieurs scènes. Pour le dérouler pour vous et pour le public, j'ai choisi quelques films, on montrera des extraits, et pour réagir et parler un peu à partir de ces extraits-là. Et également, je poserai des questions, entre guillemets, plus ou moins attendues entre votre parcours, votre carrière et cheminement. Alors, pour commencer, parce que c'est intéressant aussi, le duo. Alors, mais oui. Il faut parler de vos débuts, pourquoi et comment vous êtes venue au cinéma et vous avez envie de devenir actrice, et dans quelles circonstances ça s'est passé pour vous, Virginie, et pour vous, Chiara. Virginie d'abord. Je commence ? Oui. Moi, c'est une envie qui date. J'ai l'impression que
J'avais peut-être 5 ans que je savais que j'avais envie de faire ça, à la fois pour le plaisir d'une forme de transcendance quand on monte sur scène, même pour une chose futile comme une poésie à raconter, enfin un rapport au public et tout ça, quelques éléments déclencheurs de ce côté-là, puis le rapport au cinéma assez vite essentiel et l'envie d'appartenir à l'écran. Après, bon, dans les chemins de là où j'ai grandi, à Bruxelles, Scarbeck, c'était pas d'une évidence totale d'y arriver. Donc j'ai suivi des cours de... Enfin, je suis rentrée au conservatoire et à l'INSAS, mais j'étais assez nulle en fait. En fait, j'avais une trouille dingue. Il y avait vraiment le côté, une telle sacralisation du cinéma, qu'à partir du moment que si je pouvais y arriver, ça voulait dire que ça n'avait plus cette aura-là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Qui voudrait appartenir à un club qui nous accepterait comme membres. Donc, comme il y avait cette grande sacralisation de tout ça, je me mettais moi-même des bâtons dans les roues, donc un parcours en interprétation. Je vais faire tout le truc, hein, ça va durer 100 ans. Ça me va. En interprétation un peu douteux. Donc ça, c'est très compliqué. Quand on désire qu'une chose, on ne souhaite qu'une chose et qu'on n'y arrive pas. Donc j'ai eu des chemins détournés. Je suis passée par la télévision, mais tout à fait par hasard. Donc tout ça s'éloignait et j'acceptais plutôt que ça s'éloigne. Qu'est-ce que vous voulez, c'est pas grave, hein. Il faut faire avec. Et comment c'est revenu? Une vague notoriété par la télévision. Donc, à cette époque-là, c'était particulier de passer de l'un à l'autre, ce que je comprenais assez bien. Donc, je devais faire des castings, puis on me disait des choses pas super belles, genre, les gens sont habitués à ne pas payer pour te voir. Je pense que, du coup, je vois pas pourquoi ils se mettraient à payer pour... Enfin, bon, ok, d'accord. Je propose la gratuité à tout jamais. Et puis, bon, il y a eu des auditions, puis il y en a une qui a marché. C'était Le Siffleur. Et à partir de là, oui, je sentis que que j'avais envie de rester là longtemps. Ensuite, j'ai essayé d'accélérer. J'ai fait quelques comédies. J'ai eu la chance que ça marche au niveau des entrées. Parce que c'est un système. Et parce que pour essayer d'avoir un peu de pouvoir de décision, etc., il faut bien rentrer à l'intérieur, quoi. Donc, comme on ne m'a pas rejeté tout de go, même si les films étaient... je ne pense pas que vous ayez choisi des extraits de ces films-là. Et on comprend pourquoi, peut-être. Quoique, il y en a certains où ça... 20 ans d'écart, c'est un film que je trouve chouette, par exemple. J'ai pas vu. Voilà. Allez. Vous n'avez pas vu? C'est pas mal. Ouais. Il n'a pas l'air convaincu. Ouais, bien sûr. Et donc, des films comme ça, mais où je trouvais quand même beaucoup d'intérêt. Enfin, je voyais bien ce qu'ils étaient dans la filmographie mondiale, mais c'était intéressant vraiment à faire, et puis une certitude que c'était ça. Et ensuite, il y a eu Victoria, le film avec Justine, qui m'a fait comprendre ce que c'était qu'un rapport à un metteur en scène, et où les choix sont devenus beaucoup plus larges après, et les responsabilités du choix, parce que jouer bien, jouer mal, tout ça, c'est quand même un truc un peu complexe. Mais celle de choisir vers où on va, ça, c'est quand même quelque chose... ce sont des décisions propres et c'est ça qui imprime réellement quelque chose. Voilà. J'ai oublié de dire, vous avez reçu toutes les deux à la Semaine de la Critique, Chiara pour Augustine Alice Vinocourt 2012 et Virginie, comme vous venez de le dire, pour Victoria en 2016. Immense souvenir. Je sais, parce que j'ai apprécié que vous disiez que c'était un très bon souvenir de Cannes. Je dis que c'est chaque fois c'est le meilleur. Oui, mais ça me touche beaucoup, merci. Ouais, merci à vous. Chiara, vous avez joué dans un film de Christophe Honoré qui s'appelle « Non, ma fille, tu n'iras pas danser ». Est-ce que vos parents vous ont dit « Non, ma fille, tu n'iras pas jouer » Une, oui, et l'autre, non. Alors moi, c'est drôle parce qu'on a des parcours très, très différents, justement, Virginie et moi. Ouais. Moi, je voulais me persuader que je voulais pas faire de cinéma. Et en même temps, je pense que c'est aussi parce que oui, ma mère, elle n'était pas très emballée à l'idée. Mon père, lui, était content. Donc, c'était difficile pour moi, comme j'étais élevée par ma mère, c'était difficile pendant longtemps de savoir ce que je voulais, d'admettre surtout ce que je voulais. Et puis, en fin de compte, c'est grâce à Melville Poupeau, avec qui j'étais à l'école, quand on était vraiment adolescent. Et c'est lui qui avait commencé à faire des films avec Raoul Ruiz, oui, tout petit. Et un jour, il m'a dit, mais écoute, essaye, et puis si jamais ça va pas, il sera toujours temps de reprendre des études, etc. Donc c'est lui qui m'a vraiment aidé à dépasser ce tabou, en fait, parce que c'était quelque chose de vraiment compliqué à la maison. Et puis après, j'ai eu la chance, en fin de compte, quand j'ai commencé, j'ai eu la chance de rencontrer... Il y avait beaucoup de... On rencontrait les jeunes cinéastes, il y avait...
le travail arrivait par le travail, c'est-à-dire qu'on avait travaillé avec un tel, Arnaud, par exemple, Desplechin, qui ensuite pouvait parler de vous à un autre metteur en scène. Et les choses s'enchaînaient comme ça, avec, contrairement à Virginie, pas forcément des films qui ont fait beaucoup d'entrées. Mais pour moi, c'était... Je voulais pas, comment dire, comme j'arrivais avec cette charge des ancêtres, etc., ça me paraissait plus simple et qu'il fallait apprendre aussi à faire ce métier. Donc, c'est vrai que pour moi, travailler avec des auteurs dans des films plus peut-être confidentiels, ça me paraissait la bonne voie à suivre, quoi. Moi, j'aurais bien aimé, mais il n'y avait pas, quoi. Oui, quand même, Oliveira, tourner avec Manuel de Oliveira dans La Lettre, c'est quelque chose. C'est quelque chose. J'ai revu le film, je trouve que si on peut associer un musicien à un jeu de comédienne, je dirais que c'est du genre Sébastien Bach. Écoutez, je vous remercie, mais c'est vrai que Manuel, c'était très particulier. D'abord, on n'avait pas accès à lui, et moi j'arrivais d'un cinéma où on était très proche des metteurs en scène, et on faisait des choses assez naturalistes, réalistes en tout cas, et Manuel n'était pas du tout là-dedans. Manuel, il avait un rapport aux acteurs beaucoup plus comme des marionnettes. C'est ça, absolument. Et du coup, c'était très frustrant et un peu, parfois, un sentiment de honte, mais peut-être que la honte, c'est quelque chose dont on pourra parler plus tard, parce que c'est un sentiment assez présent par moment dans ce métier. Mais donc j'avais un peu honte parce qu'il me demandait des choses qui étaient très fabriquées, qui étaient très difficiles à faire, parce que c'est vrai que c'était des plans séquences très longs, avec, par exemple, je ne sais pas, si je devais prendre un verre, il fallait que ça tombe sur tel mot du dialogue et tout ça. C'était vraiment, pour moi, comme faire des mathématiques. Et sur le moment, j'en ai beaucoup souffert. Et puis, à un moment donné, au bout de 2 semaines de tournage, je me suis dit, bon, c'est un carcan, il faut l'accepter, travailler avec ça. Et je dois dire que, je ne m'en rendais pas compte sur le moment, mais c'est par la suite, en faisant d'autres films, avec des metteurs en scène qui peut-être dirigeaient un peu moins, que ce que j'ai appris avec Manuel m'a été très utile. Je n'aurais jamais imaginé, quand j'ai travaillé avec Manuel, je lui en voulais, j'étais frustrée, et j'aurais jamais imaginé qu'en fait, il me faisait un cadeau magnifique, parce que cette mathématique qu'il fallait s'infliger, finalement, m'a servi beaucoup pour le reste, sur des films peut-être où j'étais parfois plus seule sur la direction, et où ça m'a été très utile, finalement. Oui, il y a des scènes où vous êtes debout, les bras ballants, pendant 2 minutes sans bouger. Oui. Mais ça donne une intensité aussi. Il y avait même une scène, je me souviens, où mon personnage est censé être très surpris par une nouvelle qui passe à la télé, et il tenait à ce que je fasse « Oh !» Et je me suis dit, c'est impossible pour moi. Et quand il a dit action, je ne l'ai pas fait en me disant ça va passer et tout. Et en fait, il a fallu le refaire. Il tenait vraiment. On était des éléments de décor au même titre que les plis d'un rideau. C'est vraiment une composition comme quelqu'un qui composerait un tableau. Pourquoi ça t'a aidé concrètement après sur des travaux? Parce que ça m'a appris à me concentrer. Ça demandait beaucoup de concentration, qui n'était pas quelque chose dont j'étais vraiment consciente jusque-là. J'étais encore jeune. Hein. Et du coup, la concentration et la capacité aussi à vivre un plan séquence sans être traumatisé. Et finalement, maintenant, j'adore les plans séquences, parce que je trouve que ça laisse beaucoup plus de place au jeu plutôt que d'être saucissonné. C'est ce que disait Renoir, ne pas jouer le moment, mais jouer dans la durée du plan. Ben, ça change tout. Ouais. Et donc, oui, ça m'a aidé, tu vois, parce que comme s'il y avait une espèce de muscle qui n'avait pas tellement travaillé, qui là, du coup, s'était mis en action. De se concentrer, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur des silences, de ne pas avoir peur de l'immobilité, etc. On a des extraits quand même. On va peut-être commencer. Vous vouliez dire quelque chose avant, Virginie? Non. Très bien, mais on aura le temps de parler encore. Donc je vais commencer, c'est pour la cabine. Donc un extrait pour Chiara de Marcello Millau, Christophe Honoré 2024. La scène, extrait numéro 1 que j'ai appelé « Qui jouait ?» Non, j'ai baptisé l'extrait comme ça. Ah bon, d'accord, j'ai cru que vous me posiez une question. Non, c'est pas une question. Mais qui jouait à l'infinitif, oui. Question toute simple, est-ce qu'on vous l'a fait, cette scène-là, ou pas, dans votre revue? Non. Non, ok. Peut-être qu'on l'a pensé,
Mais on me l'a pas dit comme ça. D'accord. Non, j'ai plus eu des trucs du genre on aimerait bien faire des photos de vous habillés dans la fontaine de Trévi, des conneries comme ça. Mais ça, non. Mais je pense que ça a dû traverser certains esprits qui n'ont pas osé. Mais je trouve Nicole géniale dans cette scène. Elle est formidable. Ouais. Elle est incroyable parce que vraiment elle a une énergie et enfin, je suis Une très puissance fan. comique. Ouais, incroyable. Avec Fabrice. Oui, Fabrice évidemment, ça c'est la Rolls. Mais non, on me l'a jamais fait frontalement. Mais j'imagine bien que ça a dû. Parce que dans l'ouverture de Marcello, vous faites Anita Hedberg dans la fontaine de Trévise de la place Saint-Sulpice, c'est ça, hein? Oui, exactement. Une scène un peu humiliante, oui. Mais très drôle. Je propose de voir un extrait maintenant pour Victoria. Donc, Vous l'avez baptisé comment? Je l'ai baptisé comment? Je manque de titre là. J'ai appelé ça la scène d'ouverture. Bon, c'est bien. Mais j'ai mieux plus tard. J'ai mieux plus tard. Donc c'est l'extrait numéro 1 pour Victoria. Alors ça me touche parce que on voit rarement ses propres films quand même. Hein. Enfin, bah oui, je fais pas des soirées thématiques où j'invite les gens. Tu les vois quand même une fois fini. Mais comment tu le vois. Ah oui, je les vois systématiquement après. Oui, mais bon là, ça fait longtemps. Et donc, c'est des super souvenirs parce que je vois. D'abord, c'est un super personnage. Peut-être le premier pour moi où je pouvais aller dans autant de directions, autant d'amplitude et de complexité, de contradictions, tout ça. Et puis c'est la rencontre avec Justine, c'est un tournage très très spécial. Pourquoi spécial? Pourquoi spécial? C'est ce qui s'échange, c'est difficile de nommer ça. C'est ce qui s'échange, c'est d'avoir le sentiment d'abord vraiment très fort du collectif, de sentir en fait, enfin le cinéma c'est toujours collectif, mais quand même des tournages où on le sent davantage en fait, parce que Justine elle installe une sorte de régime vaguement communiste sur le tournage, pas dictatorial, pas poutinien, oui. Non. Communiste déjà poutinien. Comment? Communiste humaniste. Exactement. Ouais, mais non mais c'est vrai. C'est vrai. Donc tout le monde parle. Les gens restent pas exactement dans ce qu'ils doivent faire. Donc il y a une sorte de communication globale. Moi, c'est la première fois que je lisais un scénario qui me plaisait autant. Et donc, là, quand je revois les images, bon, ça n'a aucun intérêt que je vous le raconte, mais je vois Liv. Enfin, on travaille beaucoup avec des gens qu'on connaît, quoi. Les enfants, c'est sa fille, là, qu'on voyait, d'autres enfants que j'ai vus grandir depuis. Là, une grande liberté de mouvement. On est toujours exactement dans le texte, mais tu as le sentiment d'une improvisation constante pourtant. L'usure aussi, c'est quelqu'un qui faisait, je crois que plus elle fait de films, moins elle fait autant de prises, mais peut-être qu'on en faisait quand même 20, 30, 40. Quand même. Oui, et certaines plus comiques, d'autres moins comiques, d'autres si ça va. Mais du coup, ça donnait, il y avait quelque chose. Oui, j'avais le sentiment aussi que le passage réelle-fiction, de la réalité à la fiction, entre avant le action, c'était comme une porte qui s'ouvrait très facilement, dans laquelle on rentrait. Et ça, j'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, Cara, plus je fais de films, et très récemment, dans une expérience que j'ai eue avec, dont je parle à tout le monde, je saoule tout le monde depuis que j'ai travaillé avec ce réalisateur, avec Ryosuke Hamaguchi. Oui, on en parlera, j'ai noté ça. Oui, ouais. mais là, vraiment très fort que ce qui se passe en dehors des scènes, la manière dont est vécu un tournage, bien sûr un dispositif, mais aussi les liens. En fait, ce qui se passe vraiment influe totalement, et c'est extrêmement important. De quoi on arrive chargé, pourquoi on est ensemble, qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qu'on a envie de raconter, l'énergie du metteur en scène. Justine, c'est génial, elle met le chaos dans son propre film. On voit la scène est chaotique, mais son cerveau... son appartement ressemble à cet appartement. Enfin, je veux dire. Donc, elle dérangeait elle-même son propre film. On aurait dit le mauvais élève et le prof en même temps. C'était intéressant, tout ce truc-là. Bon, voilà. C'est vrai. J'aime bien le take de food. C'est très bien. Comment? Le take de le food. Take de food. Oui, j'avais oublié ça. Il y a Sophie Filière aussi qui. Comment? Il y a la regrettée Sophie Filière qui fait. Oui, tu oui, faire ça aussi, bien sûr. ton autorité, ton obséquiosité. Oui. Et puis le jeune babysitter, c'est Arthur Mazet qui joue dans Elle également. Oui, et qui jouait dans 20 ans d'écart, encore une bonne raison de le voir. Hein. C'est vrai. Ouais. Ok. J'ai vu que Chiara a beaucoup réagi quand vous avez dit 20 prises. Ça vous semble beaucoup? C'est jamais arrivé? Ah ouais. Si, bien sûr, mais je trouve ça beaucoup. Ouais.
C'est vrai que moi j'aime bien les premières prises, j'aime bien. Alors après, ça dépend aussi du dispositif, s'il y a beaucoup d'acteurs, des choses techniques, des choses comme ça. Mais c'est vrai que les metteurs en scène, enfin je pense par exemple que Christophe Honoré ne fait pas beaucoup de prises. Ouais. Arnaud Desplechin, on n'est jamais monté jusque si loin. 20-30, c'est beaucoup quand même, 20-30. Oui. Le Bresson, c'est Et puis 80, aussi, comme moi je suis très âgée, quand j'ai commencé, c'était de la pellicule. Et en pellicule, on faisait plus attention aussi, oui, parce que ça a un coût de faire des prises. Maintenant, en numérique, c'est différent. Mais oui, 20-30, je trouve que c'est beaucoup, non? C'est pas usant un peu? Oui, donc je sais pas, moi j'ai l'impression que ça dépend, que c'est toujours le film qui demande ça ou pas. Là, c'était intéressant parce qu'on cherchait dans plein d'endroits qu'il y avait quelque chose qui s'amorçait avec la fatigue ou l'idée de ne pas trop encadrer les choses. Moi, ce que j'aimais bien là-dedans, peut-être pas 20-30 à chaque fois, ça serait un peu... mais c'est l'idée de nouveau de ne pas sacraliser. Tu vois, enfin, du coup, il y a plein de choses qui t'étais plus tu perds vraiment la conscience. Il y a des choses qui alors arrivent. que moi, j'aurais l'impression qu'au bout d'un moment, je pourrais d'un coup avoir des trucs. C'est-à-dire que... Il y a Oui, des, je il y vois a des des figés, comédiens de qui choses. trouvent, il y a des comédiens ou comédiennes qui sont là dès la première prise et qui, dans la répétition, usent leur jeu. Exactement. Et quand leur partenaire, c'est le contraire, lui a besoin de plein de prises pour être au maximum. Donc, c'est pas toujours oui, facile c'est ce que d'harmoniser j'allais vous dire. les... C'est très compliqué, effectivement, si on joue avec quelqu'un où on n'a pas le même... Ou alors, moi, il m'arrive aussi, par exemple, d'être mieux en off qu'en in, ou de dos. C'est marrant parce que Moi aussi, c'est je suis comme toujours meilleure de si le dos. fait de Ouais. se cacher, de C'est pas pas être... Par exemple, si on, pas d'accord. quand on te dit, bon, maintenant on passe au gros plan, terreur absolue, quoi. Alors que c'est bizarre, hein, comme si même encore en étant filmé, il y a une partie de soi qui a envie Je de crois se pas cacher. que peut-être qu'on se dise ça, mais que c'est faux. Moi aussi, chaque fois, je me dis, putain, je suis... Vous connaissez les valeurs de plan quand vous tournez? Oui, moi je Oui. demande. Non, Quand je j'étais demande, jeune, je je ne me demande. rendais pas compte, mais oui, je Oui. demande, moi, ouais. Et comment ça se passe? Il y a les discussions, on en parlera avec le réalisateur ou la réalisatrice, avec le chef-op. C'est important, le chef-op ou les directions de photo par rapport à... Est-ce qu'il y a un échange avec le chef-op? Ça dépend des Eric chefs-op. Gauthier dans un conte de Noël ou d'autres, etc. Oui, là moins, parce que sur un conte de Noël, c'est vraiment Arnaud Desplechin qui... D'accord. Mais sur les films de Christophe Honoré, c'est toujours Rémi Chevrin, qui est un chef opérateur que j'aime beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses où vraiment c'est comme un truc à deux, c'est-à-dire qu'on s'accompagne l'un l'autre et c'est quelque chose, la caméra, c'est vrai que moi quand j'étais jeune, j'avais pas peur de la caméra, mais en même temps j'avais pas la notion de comment on peut presque danser avec elle, dans le sens où c'est quand même, on s'accompagne l'un l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui est venu avec le temps et aussi avec les chefs-op, parce qu'il y a des chefs-op qui sont un peu plus dans leur bulle et d'autres qui, au contraire, vont jouer avec vous aussi, parce qu'une fois qu'on est lancé, le metteur en scène, il est beaucoup moins près de nous que le chef-opérateur. Donc, on a des petites complicités. Parfois, il y a des metteurs en scène qui n'aiment pas ça, hein, d'ailleurs. Mais moi, c'est vrai que quelqu'un comme Rémi Chevrin, j'aime beaucoup travailler avec lui parce qu'il y a des choses où j'ai l'impression qu'on cherche ensemble. On va avancer dans les extraits. Je propose pour Chiara de voir l'extrait d'un conte de Noël, justement. L'extrait numéro 1, ça pour la régie, que j'ai intitulé très sobrement, non, en fait pas tant que ça, Sylvia et Simon, l'amour et ses choix. Allons-y. Je ne sais pas si vous connaissez tous le film. Enfin, je ne vais pas tout vous résumer, mais enfin, bon, c'est... Oui. Conte de Noël, c'est une histoire de greffe et de compatibilité au sens médical et au sens psychologique, disons, pour faire vite. Et pour vous, c'est 3 hommes, Henri, Mathieu Amalric, que vous connaissez bien, vous avez vu dans d'autres films, Yvan, qui est Laurent Capelluto, qui est un très bon acteur, je trouve qu'on ne voit pas assez. Je l'ai vu récemment dans L'intérêt d'Adam de Laura Wendel, il fait un médecin, un petit rôle, mais... Au théâtre en Belgique aussi. C'est vrai, Ouais, je ne savais pas. Mais c'est un acteur que j'aime beaucoup, et je trouve que là, il est très bien. Et c'est une question de choix avec votre Yvan, Melville Poupeau, votre mari qu'on voit, et le choix de vie. Donc, c'est une scène magnifique. Oui, et c'est drôle parce que, alors justement tout à l'heure, quand tu parlais de faire beaucoup de prises, cette scène-là, Arnaud m'a demandé de la faire en pleurant, en riant, en étant fâché, et donc c'était très étonnant de tenter des choses très opposées. Et finalement, à la fin, ce qui surgit, c'est quelque chose entre les rires et les larmes. C'est un espèce de rire un peu humiliant même pour lui.
Et j'avoue que moi, j'ai été très passionnée par le travail avec Arnaud Desplechin parce qu'il demande des choses auxquelles on ne s'attend pas, des choses... il va vraiment aller chercher des choses qui ne sont pas du tout convenues. Et c'est vrai que quand j'avais lu cette scène dans le scénario, j'imaginais quelque chose de très dans la colère et tout ça. Et en fin de compte, j'ai compris en la jouant comme il voulait, c'est-à-dire tout à coup avec les rires, mais en étant complètement au bord des larmes, que c'est vrai que ça amenait une dimension sans doute plus intéressante que si on était resté sur une seule couleur de la colère, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très courant dans le cinéma d'Arnaud Desplechin, de chercher des contrastes comme ça, et je trouve que c'est très fort. Ouais. Et Un conte de Noël est vraiment un de ces films que j'aime vraiment beaucoup, parce que c'est une famille complètement... incroyable. Toxique. Il y a cette fameuse scène où la mère dit à son fils qu'elle l'aime pas, qu'elle l'a jamais aimé. Et c'est vrai que les retrouvailles. La famille, de toute façon, est un sujet merveilleux pour le cinéma. Alors évidemment, avec Arnaud, ce qui est plus compliqué dans la première partie de la scène, il y a un truc qu'il aime beaucoup faire avec les acteurs qui est très difficile, c'est des regards caméra. On dit un texte droit dans la... Et alors ça, c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie, parce que c'est vrai que on se voit dans le reflet de l'objectif et en même temps, il faut regarder plus loin. Enfin, c'est difficile, c'est comme jouer face à un miroir, quoi. Et il faut réussir à oublier que... Bon. Et puis, avec un texte qui est aussi précis, très précis, assez littéraire même, hein, mais ça, c'est vraiment le langage d'Arnaud qu'on retrouve dans beaucoup de ses films. Hein. Finalement, c'est accroché au mur, etc. Oui. Des mots même, par exemple, l'autre il dit matamor, moi je savais même pas ce que ça voulait dire. Au début j'ai dit mais c'est quoi quand Capelluto dit des hommes matamor. Mais c'est vrai que c'est beau l'idée du choix et de ces trois hommes qui se sont partagés cette fille, oui, comme elle dit, comme une chèvre, quoi. C'est moins poétique. C'est beau ça. et cruel à la fois. Oui, c'est vrai. Virginie, on a parlé de Justine Triet. Il y a un autre metteur en scène qui a compté toujours beaucoup, c'est Paul Verhoeven. Oui, bien sûr. Qui vous aime bien en catholique. Oui, c'est vrai. Oui, c'est pas le même genre de catholicisme dans Elle et dans... Mais c'est pas la même initiation catholique, je dirais. Non, pas vraiment. Dans Elle, où vous êtes une dévote, crèche de Noël, etc., Ouais. etc. La scène finale avec Isabelle Huppert est très bien, parce que vous êtes très généreuse, vous la remerciez de lui avoir donné ce que vous ne vouliez pas lui donner. Enfin bon, passons, ceux qui connaissent le film se souviendront. Et vous êtes aussi une religieuse dans Benedetta, mais c'est une initiation religieuse particulière, puisque je pense que les films de Verhoeven, je pense que vous les connaissez. Surtout ces deux-là ont pour moteur la sexualité comme régulateur narratif, disons. Voilà. Comme souvent chez lui, non? Assez, oui. Ouais. On va voir une scène, je vous propose de voir une scène de Benedetta. J'en ai choisi 3. Est-ce que vous avez une préférence ou je choisis tout seul? Vous voulez me proposer un choix, là? Oui, non, non, mais il y a la scène avec Charlotte Rampling, il y a la scène de la résurrection que j'aime bien. Oh, c'est vous qui choisissez, franchement. D'accord. Ah, oui, Et il y a la scène du lavement des pieds aussi, qui est un peu Marie-Madeleine. Ah oui, Marie-Madeleine avec Lambert Wilson. Intéressant aussi, ça, comme vous voulez. On va demander voir les deux. Alors, hein. qui vote pour? Donc, la résurrection. Alors, pardon, oui, je précise pour la cabine. La résurrection, c'est quand elle sort de son truc, là? Oui, son truc. Oui, la résurrection, oui, complètement. C'est pas un petit truc en plus. C'est pas inintéressant à jouer, ça nous arrive pas souvent pouvoir jouer une résurrection. Oui, donc, c'est vrai. Donc, t'as de la chance. Donc, dans Benedetta, l'extrait numéro 2, la scène de résurrection. Ouais. Non, mais vous êtes très bonne comédienne dans le film. Vous êtes très bonne comédienne dans le film et vous jouez aussi une religieuse quelque peu comédienne, c'est-à-dire complètement basée sur des faits réels. Enfin, sur des faits réels. Je veux dire, c'est le premier procès en lesbianisme, c'est elle. Il y a plein d'éléments de l'histoire comme ça. On a l'impression qu'elle vient complètement de l'imaginaire de Paul Verhoeven, mais en fait, oui, c'était donc une femme. Comment on appelle ça? Donc, elle était possédée. Elle avait quand on a des hallucinations, des visions. Oui, les visions, mais ça porte un nom. Non, pas les oui, stigmates. Si, les stigmates. Les stigmates, oui, c'est par rapport non, je parle. Il y a un prototype de nonne possédée très propice à cette période-là, qui parle à Jésus, qui le voit. Oui. Comment?
Mystique, oui, voilà. Et donc, mais souvent, quand elles avaient ce type de message, c'était pour répandre le bon et tout ça. Et elle s'en servait complètement pour, à la fois pour être libre, mais aussi pour avoir tout le monde sous sa coupe et exercer une forme de domination. Elle était assez marrante. Prendre le pouvoir. Oui. Et donc ça, oui, c'était des choses qui ont été... Juste, comment vous avez rencontré Paul Verhoeven, comment lui vous a rencontré pour vous proposer d'abord le rôle dans Elle et ensuite dans Benedetta? Alors, Paul Verhoeven, au départ, donc, il y avait le film Elle. Moi, j'étais une grande fan de son cinéma de manière d'abord très peu originale, c'est-à-dire Basic Instinct, Starship Trooper, tout ça, fascinée par ses films, par le fait qu'il soit complètement dans l'institutionnel américain et qu'il arrive par en dessous à être aussi corrosif. Enfin, c'était passionnant comme cinéma. Donc, voilà, et c'est beaucoup plus tard qu'en fait j'ai découvert ces films hollandais qui sont déments, comme Turkish Delight, qui pour moi est un de mes films préférés. Bref, je savais que c'était un petit rôle, je voulais le rencontrer, donc j'ai fait le casting. Je pense qu'il y avait d'autres comédiennes qui trouvaient que le rôle était trop petit, tout ça. On s'est rencontrés, il m'a choisi. Et le tournage de Elle était super. Je pouvais le voir travailler, je pouvais voir Isabelle et tout ça. C'était Isabelle Huppert, c'était super. Mais je n'ai pas trouvé qu'il avait une attention sur moi plus que la moyenne, quoi. Et d'ailleurs, même un jour, je me rappelle, je le croise dans un hôtel et je viens du coup le saluer quand même. J'ai tourné dans son film et il me fait genre, Virginie, j'ai tourné dans votre film. Ah oui, oui. Donc j'étais vraiment loin de penser que je l'avais marqué. Puis du coup, je me souviens que Saïd Ben Saïd, qui est le producteur, me dit « Paul a écrit pour toi ». Je sais que j'ai entendu cette phrase, je l'ai oubliée. C'était tellement pas possible, vu ce qu'il y avait eu avant et tout ça. Et donc, oui, donc après, il m'a proposé Benedetta. Je ne peux pas rentrer dans les détails de ce qu'il m'a dit la première fois. On a envie, du coup, mais non. Oui, oui, mais non. Mais non. Mais, ouais, je sais pas, non. Non, mais non. As you wish. Non, mais enfin, bon. En tout cas, je devais jouer une nonne possédée du XVIe siècle, tout ça, tout le machin. Et donc, je lui dis, what about, dans mon anglais formidable, what about the preparation? Et il m'a dit, you know what you must do. Wow. Tu vois, c'est drôle ce que tu dis parce que Manuel de Oliveira, oui. Si je lui posais parfois des questions sur la psychologie du texte oui. à cet endroit-là, c'est un peu la même réponse, c'est il n'y a pas de oui, psychologie dans mes films. Moi, souvent, les grands metteurs en scène ne vont pas beaucoup vers la psychologie. C'est vrai. Oui, mais parfois, tu as besoin juste... Moi, c'était un texte du 17e, donc tu as besoin d'un tout petit peu qu'on t'aide un peu à... Oui, bien sûr. Mais donc, c'est pas vrai si qu'il y a loin des de choses... ce que tu dis. Oui, mais là, j'avais des crises de possession. C'est quand même un peu tu vois, ressusciter, ressusciter, tu peux ressusciter en faisant ça, en étant toute... Il y avait... D'ailleurs, souvent, quand je faisais une scène, il faisait « C'est bizarre, mais c'est bien, je crois. » C'est toujours ça. C'est bien joué. C'est bien, je crois, oui. Et il était très content après parce qu'il dit tu n'as rien fait de mélodramatique. Je fais très bien cet accent. Voilà. Mais c'est très libre, que rien n'était mélodramatique, que tu vois qu'il n'appuyait pas. Et le film, moi, il me plaît énormément. Je comprends que ça soit un film qui puisse déplaire. Il faut vraiment, il vous a plu? Ah, beaucoup, oui. Ouais, vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, mais... Non, mais parce que on sait qu'il y a, pour ceux qui connaissent bien la filmographie de Verhoeven, c'est vraiment le cinéaste de l'ironie, bien sûr, la sexualité, le corps et toutes ses manifestations. Mais il joue beaucoup avec le kitsch aussi, avec une forme d'extrême, enfin, de quelque chose qui est poussé et qui est révélateur d'une vérité. Mais en allant... Et là, on est quand même... On travaille bien le kitsch aussi, quand même. Et puis il y a quelque chose... ouais. Mais moi, j'ai lu... Je ne m'attendais pas à un scénario pareil. Je me souviens de où j'étais quand je le disais. À chaque page, je faisais une danse de joie, de tellement qu'il y avait de choses folles à faire. C'était... Le projet était insensé, et puis c'était merveilleux de se dire aussi, ça, je crois que c'est une chance qu'on a toutes les deux, Cara, c'est de pouvoir faire des films qui sont un peu obliques, qui vont chercher des choses en dehors des chemins normés. C'est quelque chose qu'il faut vraiment, je pense, entretenir dans le sens où moi, quand j'ai commencé à faire du cinéma dans les années 90, il y avait vraiment la possibilité de deux cinémas qui cohabitaient, c'est-à-dire qu'il y avait
des films qui marchaient et qui restaient en salle, etc. Mais les films que je faisais moi qui marchaient pas tellement restaient en salle aussi. Et les deux cohabitaient et ça circulait et ça allait. Aujourd'hui, souvent dans le discours, on nous dit oui, on voudrait des films originaux, mais l'originalité ou le côté un peu, comme tu dis, oblique, fait peur aussi. Parce que c'est vrai que maintenant, beaucoup plus la question du rendement, malheureusement, est entrée dans le cerveau de qui finance les films. Donc c'est vrai que c'est précieux et que dès que l'occasion se présente de faire, c'est plus rare aujourd'hui, c'est plus difficile. Faisons surtout en sorte que ça perdure. Oui, non, c'est ça, que demain, ça ne soit pas davantage encore. Ça. Parce que c'est vrai que si l'idée du rendement entre trop... Il y a pas, enfin, l'art ne devrait pas subir ce genre de diktat. Absolument. Mais donc c'est vrai que les chemins de traverse sont toujours intéressants, de la même manière que des personnages qui ne caressent pas le spectateur dans le sens du poil, c'est intéressant aussi de défendre quelque chose d'un peu ingrat parfois. Non, puis c'est important ce que vous avez dit. Oui. Non. Merci. C'est important aussi ce que vous avez dit aussi, Cara, sur la psychologie. Est-ce que c'est des méthodes aussi selon les acteurs. C'est-à-dire il y a des acteurs ou acteurs studio, il faut savoir du personnage, qu'est-ce qu'il faisait à l'âge de 10 ans, de 12 ans, tel jour, pour comprendre le personnage. Puis des metteurs en scène qui n'aiment pas trop ça. Faites ci, faites ça, faites ça. Ou alors Mitchum, quand il rentrait sur un plateau, il disait « Give me my lines on my marks ». Donnez-moi mon texte et les marques au gaffeur pour que je sois raccord pour l'éclairage. Et le reste, il s'en fichait complètement. Oui, mais alors pour remettre les choses dans leur contexte, quand je disais ça par rapport à Manuel, c'est parce que, si vous voulez, comme c'était La Princesse de Clèves tournée dans les années 90 avec des bus, des métros, des trucs, et en même temps avec un texte qui n'avait pas du tout été modernisé. Il avait voulu garder le texte du XVIIe siècle. Donc moi, souvent, j'étais complètement perdue parce que c'était pas évident de... Donc c'était dans ce sens-là où je m'étais adressée à lui. C'était pas tant pour faire de la psychologie, acteur studio du tout, mais juste quelle couleur il voulait pour une scène. Et ça, c'était quelque chose qui ne l'intéressait pas du tout. Non, les désavantages de la psychologie, c'est le fait du coup de vouloir rendre des choses trop intentionnelles, trop appuyées, chargées de quelque chose qui précéderait du sursignifiant. Oui. Donc c'est pour ça que quand je disais, il n'y a évidemment jamais de règle, que les bons metteurs en scène en général n'axent pas sur la psychologie parce qu'ils ne vont pas vers du sursignifiant. Voilà. Et moi je pense que ça peut être intéressant. Je ne pense pas que pour un acteur et pour un metteur en scène, il y ait une bonne méthode. Il y en a plein de différentes. Et puis même ce qui est assez chouette, c'est primordial, c'est l'adaptation, bien sûr. Ouais. Mais j'ai l'impression, moi, que ça pourrait enlever quelque chose qui me semble quand même être important, qui est le mélange à la fois, certes, d'une réflexion, de choses qui sont mises en place. On sait qu'on va d'un point A à un point B. On voit de quoi se colorise la scène. Certains metteurs en scène, comme tu as dit, Manuel Oliveira ou Ashgar Farhadi, avec qui je suis en train de travailler en ce moment, c'est extrêmement précis. Si je prends la bouteille, que je vous parle, il faut que je la mette là. Enfin, je crois que vous voulez boire quelque chose. Cette phrase-là soit dite là. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui est pensé. Mais il faut pour l'acteur, ou il faut, je ne sais pas, mais entretenir la possibilité de quelque chose de l'ordre de l'inconscient qui puisse s'exprimer aussi. Quelque chose qui appartient, puisque c'est quand même aussi l'art du moment, exactement à ce moment-là. Comment on fait pour déranger quelque chose qui est déjà pensé et qui, en fait, cette nourriture que vous avez eue, qui est multiple pour un acteur, qui va piocher partout, dans d'autres films, chez d'autres personnes, par sa curiosité, par des choses enfuies, par lui-même, par son propre parcours, mélangé à d'autres choses. Cette matière-là, pour pas trop la mettre en place et dire alors c'est ça et ça, il faut qu'elle soit là et que des choses s'échappent que vous n'avez pas décidé. Et ça, de nouveau, c'est pour ça que c'est un drôle de métier et où le collectif agit très fort. Ça viendra bien sûr de vous, mais aussi de ce qui se joue entre chacun, de comment se déroule le tournage, de la liberté laissée du metteur en scène. Et du coup, des choses arrivent que vous n'avez pas décidées. Et c'est pour ça que c'est à la fois un vertige et pas un si grand vertige. On est responsable de certaines choses et puis pas tant que ça. C'est important parce qu'il y a des fois on a le sentiment qu'un acteur ou une actrice, on voit le travail et l'intentionnalité de jeu. Et le plus fort, c'est d'une part, ce que vous avez dit, Cara, c'est pas parce qu'on joue le naturel, c'est parfois quand on est dans le non naturel qu'on peut trouver des accents de vérité du personnage. Et ça, je pense que c'est tout à fait... Et pour un réalisateur aussi, il peut trouver quelque chose de la vérité en n'étant absolument pas dans une naturalisme. Et garder une part de mystère ou d'aura du personnage aussi. C'est plus compliqué. Ouais. Mais ce que vous disiez, c'est peut-être l'idée de la performance, qui est quelque chose qui est plutôt anglo-saxon, j'ai l'impression quand même. C'est vrai. C'est vrai que les Américains sont très impressionnés par ce qu'on appelle les performances.
Je pense que le risque de la performance, c'est que justement, ça mette une distance, moi. Mais C'est quoi une performance, en fait? C'est quand c'est visible? Oui, qu'on voit on voit le travail, si je puis dire. Je ne sais pas comment dire ça. Même s'il est brillant, si la composition, en termes de violon, etc., magnifique, mais on voit le travail produit. Et il y a des moments où on se dit, soit il y a un être là du comédien face à la caméra, et que tout d'un coup, le personnage est là, mais on le devine, on ne le sent pas. Enfin, ça, c'est compliqué. Pour moi, c'est ce qui est le plus beau, quoi. Et vous donnez ça, donc c'est bien. J'ai envie de passer à un autre extrait, parce que je vois le temps qui passe, là, 12h28. Je crois que Faut finir à quelle heure? Ben oui, c'est ça, il y a beaucoup d'extraits. on doit s'arrêter? Non, 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 Ah. je sais pas. Moi, j'aurais montré un extrait, Mais oui. justement sur un aspect que j'aime bien, puis il y en aura aussi pour Virginie et pour Chiara. Ce que ça m'a frappé en voyant beaucoup de films et extraits, c'est comment jouer quand c'est l'autre qui parle et quand vous écoutez l'autre qui parle. Ah oui, alors ça, parfois, les acteurs, ils arrivent, ils disent « Ah ben aujourd'hui, c'est cool, j'ai rien à faire, je parle pas. » Alors que l'écoute, c'est quelque chose capital. de... C'est presque plus moi, difficile. j'adore regarder les visages qui écoutent quand l'autre parle. Et c'est là où je trouve qu'il y a des accents de jeu qui sont très beaux. Donc j'ai pour vous un extrait pour ça. Donc pour Chiara, c'est l'extrait toujours... donc c'est l'extrait La Chambre 212. La Chambre 212, l'extrait numéro 2 que j'ai appelé « Faire silence ». On y va. Vincent Lacoste, qui est un merveilleux partenaire. Hein. Oui. Il faut dire que... Mais vous le connaissez bien aussi, Virginie. Dans Victoria. Dans Vie privée. Dans Vie privée aussi. Et Ben oui. on n'a pas de scène ensemble, et dans Victoria, bien sûr. Dans Victoria, bien sûr. Ouais. Et c'est une scène très belle. Mm. Oui. Non, sur enfin, c'est lui qui... oui, je ne sais pas si pareil, le film, c'est... vous êtes avec votre mari, Benjamin Biolay, il y a une scène de ménage, etc. Vous emménagez dans l'hôtel en face, chambre 212, avec vue, mais c'est un hôtel un peu à la Rennais, c'est un lieu de théâtre et de mémoire. Et là, il joue votre mari, Benjamin. Je le retrouve à l'âge de 20 ans au début, à l'âge auquel je l'ai connu, voilà, par un tour de magie, quoi, en fait. Hein. Et donc, son personnage jeune vient juger ce que je suis devenue dans le couple. Oui. Parce que dans l'histoire, je le trompe énormément. Mais en fait, l'idée de Christophe Honoré pour ce film, c'était de donner tous les clichés attribués aux hommes d'habitude, mais à un personnage féminin. C'est-à-dire volage, comme si les choses n'avaient pas de conséquences, etc. Donc j'aimais bien cette idée-là. Il m'a dit, je voudrais... pense à Cary Grant, quoi. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. J'aimais bien l'idée, justement, d'un personnage de femme, mais avec des codes de clichés d'hommes. Parce que c'est très bien la scène, parce que quand on suit votre visage, quand c'est surtout Vincent qui parle, c'est très beau, la façon dont il y a une musique du jeu qui répond à ces mots, quoi. Et ça, c'est très beau. Mais c'est vrai que aussi le texte, c'est quelque chose. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec des metteurs en scène ou des auteurs. Que je pense par exemple à Sophie Filière, qui était quand même une merveilleuse dialoguiste, ou Arnaud Desplechin et Christophe aussi, qui ont une certaine musicalité. Les mots sont pas là par hasard, quoi. C'est vraiment. Et ça, c'est vrai que c'est très inspirant, en fait. On va passer une scène pour Virginie. Dans le film, on va faire un extrait aussi, puisque il y a une scène, vous êtes toutes les deux, dans Les Enfants des Autres de Rebecca Lotowski. Mais je vais passer une autre scène, c'est la scène pour Virginie Fira, donc Les Enfants des Autres, la scène numéro 1, Rencontre au café. Oui, vous voyez? Tout début? Oui, c'est ça. Ok, ouais, super, bien sûr, je vois. Ouais, ok, on y va. Parce que comme pour Vincent Lacoste, c'est Rochdy qui a le dialogue et la parole, et tout est dans votre visage et les réactions, et je trouve ça très beau. Voilà. Oui. Non, mais à l'écoute, c'est quand on est avec un partenaire comme Rochdy ou comme Vincent pour Chiara, et beaucoup, enfin, c'est comme s'il y avait quelque part pas grand-chose à faire, en fait. Peut-être que c'est même le noyau, c'est un peu un cliché, mais du métier d'acteur, en fait. Pourquoi? L'écoute. Parce que c'est comme se brancher à autre chose. Enfin, si on se concentre trop sur soi, c'est un peu comme dans la vie, quand les gens qui sont fous de thérapie dans tous les sens, alors ils sont sur eux-mêmes, et puis
Waouh, il y a aussi en dehors de toi, quoi. Et c'est parfois en étant en dehors de soi qu'on est plus avec soi. Je ne sais pas si ça prend sens, ce que je viens de dire. Bon, et j'ai l'impression que c'est comme ça aussi quand on joue, en fait. Bien sûr, avec c'est un branchement sur le partenaire et sur la metteur en scène. Bon, alors Rebecca, elle est là. Normalement, si elle n'a pas encore quitté la salle, elle est là. Coucou Rebecca. Elle est là. Elle est là. Bravo. Et disons que ça, c'est le premier branchement aussi, en fait, qui permet, tout d'un coup, c'est de comprendre intimement un metteur en scène, de l'admirer aussi. Et c'est une première chose qui permet ces conditions d'écoute, de regard, de voir, parce que certes, on joue un personnage, mais c'est flou cette idée. Enfin, peut-être que c'est moins flou pour d'autres acteurs, mais pour moi, ça l'est un peu toujours. C'est quoi les contours d'un personnage? Déjà que moi, je vis avec moi-même depuis un bon moment, et je ne sais pas bien quels sont mes contours. Alors, les contours, voilà. Donc, c'est aussi comprendre un film. Je veux dire, c'est ce lien, et c'est comprendre un film, c'est le lien avec le metteur en scène, c'est cette espèce de circulation-là. Et on ne décide pas quand quelque chose se passe de manière très forte, heureusement. Et puis de toute façon, si ça ne se passe pas, on essaie de trouver d'autres moyens. Hein. Parfois, il y a pas, parfois, il y a une admiration, mais il n'y a pas une compréhension intime, on ne voit pas les mêmes choses. Rebecca, je le dirais peut-être encore plus facilement que si elle était dans cette salle, et elle le sait, parce que franchement, j'ai fait des déclarations d'amour assez constantes. Hein. Parce que quand elle n'est pas là, elle me manque. Donc là, je me réjouis d'être avec elle ces quelques jours. Mais dans le travail, ça, c'était vraiment quelque chose d'assez dingue. Et c'était le fait de pouvoir jouer. J'aimerais beaucoup qu'on puisse jouer ensemble encore avec Chiara. Oui, parce que là, c'était court. Hein. C'était court, mais c'était déjà une première rencontre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. C'est-à-dire que, en plus, c'est une relation qui est très belle parce que finalement, enfin, peut-être que vous allez passer un extrait, c'est ça? Peut-être oui, que c'est peut-être dans l'extrait que vous avez choisi quand je sais plus, tu dis un truc du genre on peut pas toujours être coupable pour ce que font les hommes ou je sais plus quoi là. Oui, j'ai la phrase, c'est là. évidemment beaucoup mieux dit que ce que je dis là, mais c'est une très belle relation entre deux femmes parce que c'est ce qui est dit. Oui. On ne va pas s'excuser à la place des hommes. Il faut arrêter de s'excuser pour le comportement comportement des hommes. C'est ça. Ouais, et ce qui est très beau, je trouvais moi dans ce bref moment qu'on a eu ensemble, à part le plaisir évidemment qu'on joue ensemble parce qu'il y avait quelque chose de très fort émotionnellement, mais je trouvais ça très beau aussi que Rebecca ait eu envie que ces deux femmes ne s'affrontent pas. Et parce que je pense que dans la vie, c'est beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. On pense toujours que c'est la guerre entre l'ex, la nouvelle, etc. Mais c'est pas. Et puis plus intéressant encore, mais ça je suis tout à fait d'accord, c'est effectivement il y a cette idée-là que même deux femmes qui aiment le même homme, bah, ça les rapproche plus que ça les désunit. Mais je dirais qu'elle va encore plus loin, c'est-à-dire qu'elle ne passe pas par ce postulat-là pour dire je vais faire quelque chose qui raconte ce postulat. C'est inscrit à l'intérieur des sentiments. On échappe au théorique quelque part. C'est inscrit à l'intérieur des personnages. Cette chose-là amène à ça. C'est pas comme si on était parti d'abord de cette idée-là. Il y a parfois des films qui vont vers ce genre de choses, qui du coup installent un programme un petit peu théorique, politique, certes, très juste politiquement et intéressant, mais parfois un peu théorique. Et là, Rebecca, elle est vraiment passée par l'endroit du cœur, de celui où on regarde, de quelque chose où c'est un film où il y a des endroits qui blessent, des choses qui blessent très fortement, mais on essaie toujours d'avoir le cœur noble, et elle suit ces battements de cœur-là, qui parfois se brisent, mais sourit quand même, et tout ça. C'est cette chose-là qui guide tout le politique qui arrive derrière. Et c'est assez passionnant aussi, parce que je ne sais pas si vous avez vu le film. On a un extrait. Oui, mais ça reste que des extraits, Charles. Je sais. Il faut voir le film, là. Écoutez. J'espère qu'ils ont vu, mais j'espère que les extraits donneront envie de voir les films. Non, parce qu'on parle beaucoup aussi, c'est quoi un film féministe, etc. Et puis il y a des sortes de sujets qui sembleraient des sujets en creux, comme qu'est-ce que c'est qu'effectivement l'impuissance féminine, celle de cet âge où on ne peut plus avoir d'enfants. Une scène très belle avec le gynécologue Frédéric Wiseman qui est très très belle. Oui, c'est assez surprenante à jouer, je vous assure. Hein. On pourra la voir, on peut la voir. On peut tout voir. On peut la voir maintenant, puis après on verra la scène toutes les deux. Donc on est donc sur les enfants des autres. On va d'abord voir l'extrait de la scène chez le gynécologue interprété par le délicieux et grand metteur en scène Frédéric Wiseman. Donc, on va d'abord voir cette scène. C'est l'extrait numéro 3 des enfants des autres. Et après, on passera à la scène toutes les deux. Oui, c'est une très belle scène dans le film, parce que
pose la question d'avoir un enfant, justement. Voilà. C'est une belle scène, non? Oui. Ah oui, mais bon, moi j'ai une affection forte pour ce film, parce que Rebecca, il y a mis beaucoup de choses à elle, et puis j'ai pu mélanger de mon propre intime là-dedans. Enfin, du coup, il y avait une communication souterraine de nous, et dans le film, je crois, aussi. Non, c'est-à-dire, on a parlé, on a démarré sur la honte de l'acteur, mais aussi, je dirais même, la honte de pouvoir aussi, grâce au cinéma, aller vers cette toute petite honte-là, ces choses dont on ne peut pas trop parler, parce que c'est pas des... Comment dire? C'est assez commun à beaucoup de gens. Et par le film, c'est le révélateur aussi de femmes assez jeunes qui sont déjà dans cette idée-là de comment ça modifie les choses, de nos possibilités ou pas, ce qui appartient encore, comment ça modifie. C'est cette période très particulière dont on a regardé beaucoup de choses qu'on n'avait pas regardées avant dans cette période-là. Et effectivement, aussi ce rapport d'une belle-mère, un enfant. Moi, je pense que c'est un grand film sur ce qui passe et ce qui reste, et qu'elle arrive à regarder quelque chose de l'ordre du féminisme qui n'est pas dans les grandes revendications, mais qui en fait influe de manière extrêmement large et précise et personnelle et forte. Ça fait de manière très fine et très subtile. Oui. Ouais, très bien. On va voir l'extrait. Vous êtes la scène pas la scène de judo, mais la scène où on va chercher la... Après, on verra la scène de judo. Non, c'est une blague. Non. On va voir le film, tout simplement. Oui. Allez, on ne va pas manger ce midi, on a beaucoup mangé hier soir. Je vous propose de voir... Parce que, oui, la scène où vous êtes toutes les deux, Virginie et Chiara, donc la scène commune des enfants des autres, de Rebecca Zlotowski, qui est une très belle scène. C'est pas la scène à laquelle vous pensiez, non, c'est ça? Non, mais je suis pas déçue, hein. J'ai peur. La scène avec là où tu disais cette phrase, c'était une scène plus loin dans le film. Oui, mais c'est la phrase qu'on a citée tout à l'heure. Oui. Oui, il faut arrêter de pardonner. Oui, c'est ça. Ouais. Mais elle est belle celle-là aussi. Très. J'aime bien le détail, enfin l'insert du goûter. Du goûter dans la poche. Oui, ça c'est. La première fois, elle vient, elle oublie le goûter, parce que voilà. Là, elle l'emmène, mais elle n'a pas besoin de le donner. Elle le met. J'aime bien l'insert. Mais oui. Bien, oui, je sens. Non, mais où est-ce qu'on fait famille? À quel endroit il faut s'effacer? Quel endroit ça compte? Sa place? Mais c'est tout le film, ça. Comment? C'est tout le film, exactement. Ouais. Dès qu'il y a la photo, la scène sur le balcon, le nu, etc. Trouver sa place et son lieu, sur le mode de la comédie, sur le mode pas de la comédie, enfin, c'est tout le film. Oui. Ouais. C'est très... Mais juste, le temps passe de manière follement terrible. J'ai plein d'extraits que je n'ai pas passés. Une question très classique, est-ce que, pour vous deux, est-ce que vous aimez jouer, sentez-vous avec des personnages que vous sentez proches de vous, ou au contraire très éloignés de vous? En fait, j'ai l'impression que la question ne se pose pas tellement dans le sens où on va trouver une manière d'être proche. Ouais. Et comme on n'a pas une idée surdéfinie de soi, enfin, il y a des... Je ne sais pas, parfois, il y a des éléments biographiques, factuels qui sont très loin de vous, mais je ne suis pas sûre que ce soit ceux-là qui sont les plus intéressants à regarder. C'est plutôt, c'est plutôt sur des sentiments, une sensibilité, un regard, une peur, des choses que vous avez peut-être juste en germe chez vous et que vous amplifiez. Donc, en fait, le travail, c'est toujours trouver le lien entre vous et... Mais en général, je pense qu'on s'accroche toujours aux histoires parce qu'on sent ce lien-là. Même si biographiquement, c'est à des opposés. Oui, moi, c'est vrai que plus c'est loin de moi au sens où, sur le papier, je veux dire, pas ensuite... C'est quoi loin de toi? Par exemple, dans Chambre 212, c'est un personnage très libre, qui n'a pas peur des conséquences, qui agit avec... comme elle a envie, quoi. Si elle a envie de tromper son mari, c'est pas d'ailleurs de tromper son mari, c'est si elle a envie de coucher avec un mec, parce que son plaisir, c'est pas dans la tromperie, mais c'est juste que c'est une femme qui a un appétit pour les choses, etc., et qui est extrêmement libre. Ça, pour moi, c'était génial à jouer parce que c'est tellement libérateur. Moi, je suis pas du tout comme ça. Je suis plutôt quelqu'un avec beaucoup de jugement sur soi-même, etc. Et donc, pour moi, c'était génial de pouvoir, pendant 2 mois... c'est vrai que ce cliché de dire être quelqu'un d'autre, mais pour moi, c'était très
libérateur et très exotique. Et du coup, c'est vrai que je passe déjà assez de temps avec moi-même. Donc c'est vrai que si je peux faire des choses qui ne ressemblent pas à ma vie ou à ce que je suis, ça m'arrange. Je suis complètement d'accord. Mais il y a quelque chose aussi où nous-mêmes, on ne sait pas si on avait été dans une autre vie, comment notre caractère... Enfin, c'est difficile d'avoir une idée définie de ses traits de caractère, de sa sensibilité, de l'endroit qui nous émeut ou de l'endroit qui nous vexe. Enfin, tout ça, j'ai l'impression que du coup, on est vaste et que le cinéma propose différentes possibilités d'existence, mais qu'on aurait pu être ça aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que, par exemple, Chambre 212, jamais je me suis dit j'aurais pu être ça. J'aurais pu avoir envie d'être ça, mais est-ce que j'aurais été capable d'être ça? Je ne suis pas sûre du tout. Et du coup, c'est la possibilité d'explorer quelque chose sans la culpabilité, puisqu'après tout, c'est pas moi qui ai choisi, c'est pas mes mots, c'est pas moi qui ai inventé l'histoire, etc. Donc il y a un peu ce côté-là en ce qui me concerne, c'est que tout à coup, et à travers ça, sans doute, il y a des choses de moi-même qui passent, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'interpréter quelque chose et pas d'aller chercher quelque chose que je connais déjà de moi, quoi, en fait. Le temps passe, mais j'ai deux petits extraits très brefs pour vous deux. Et on va, après, si on a du temps, j'espère qu'on aura un petit peu pour si vous avez posé quelques questions dans la salle. Donc on va commencer par Virginie, un bref extrait de Victoria, que j'ai appelé tout bêtement le prologue. Donc Virginie Fira, Victoria, extrait numéro 2. Non, oui, extrait numéro 2, le prologue. Il fait 37 secondes. Quand j'ai repensé à vos films, dans Vie privée, ben, vous êtes aussi une patiente et ça ne se termine pas très bien pour vous. Et il y a une histoire de voyante, là vous évoquez voyante. Dans Un amour impossible, il y a une scène aussi, vous êtes chez un analyste, un psychothérapeute, vous êtes allongé sur le divan, donc il y a quand même 3 divans quand même. Et vous vous souvenez de la scène où vous avez vu donc Niels Schneider avec votre fille au musée Rodin. Donc j'ai dit 3 fois le divan quand même, plus revoir Paris. Sibylle aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. De Justine, où je joue une psy. C'est vrai, Sibylle, ouais, bien sûr. Ouais, bien oui, sûr Justine, le film tourne beaucoup autour de donc, ça. comment vous analysez ça, cette proportion au divan dans vos rôles? Peut-être que c'est comme ce que Chiara vient de dire, c'est que moi j'ai commencé des analyses que j'ai terminées au bout de 6 rendez-vous, quoi. En me disant, tout va bien, en fait, qu'est-ce que je fous? Ben, en fait, et, voilà. Et donc c'est la possibilité au cinéma d'aller explorer. Je crois que des gens qui s'intéressent à la psychanalyse m'intéressent. Je pense que il y a tout cet endroit de l'écoute, évidemment, il y a cet endroit de l'inconscient qui renaît. Je trouve que c'est amplement cinématographique, que c'est le réel pouvoir magique qui est le même que le cinéma. Ça permet de regarder une même chose d'un autre prisme, avec un autre regard. Et c'est une magie, je pense, ça, assez palpable et concrète, parce qu'il y a la dimension du rêve. Voilà, c'est pas pour rien que Rebecca Mplek s'intervienne complètement dans son film. Avec, c'est vrai, c'est quelque part vie privée, un film qui peut dialoguer un peu, plus moi je dirais avec Sibylle que Victoria, mais dans ce regard à la fois sur... là, on le voit, ce personnage qui est là entre la voyance, machin, on essaye d'attraper quelque chose entre le concret et le personnage de Jodie Foster dans Vie privée. C'est ça aussi, elle sent bien que quelque chose l'échappe, il faut chercher une réponse, puis c'est quelqu'un d'extrêmement rationnel, mais qui va quand même voir une voyante. Ce qui est formidable avec la psychanalyse, c'est d'abord l'idée de la question comme premier endroit. Et puis parfois on ne résiste pas pour autant, et cette contradiction-là est géniale, à avoir l'envie d'avoir des réponses, même s'il y a une certaine vulgarité à avoir une réponse. Mais j'aime bien ces contradictions-là. Et ouais, voilà. C'est des scénarios de vie, quoi. Oui, oui. Je propose un autre extrait, surprise, pour Chiara. C'est dans donc Chiara Mastroianni, un conte de Noël, toujours, et j'ai appelé ça Sylvia et Simon, le visage et les mains. C'est beau, hein? Oui, c'est la mise en scène d'Arnaud. Moi, j'avais très peur de cette scène parce que dans le scénario, il y avait marqué ils font l'amour, quoi. Et c'est toujours des choses quand on les lit ça fait très peur. Et puis finalement, il en a fait quelque chose de très beau avec cette musique de Scarlatti. C'est vrai que c'est quelqu'un de très pudique pour ces choses-là.
Et je trouve que c'est très étonnant comme il renvoie. Parce que les scènes de sexe au cinéma, c'est pas très intéressant. On sait que c'est pas pour de vrai, donc on peut en faire l'abstraction. Mais là, ce que je trouve très beau, c'est cette façon dont il filme le personnage, quoi. Avec effectivement les mains de Simon. C'est vrai, c'est très beau. J'ai encore plein de questions, je ne sais pas si on a le temps. Donc, parce que j'aurais voulu parler de... Vous avez tourné avec Nicolas Pariser, je sais qu'il y a un machine... Pardon? Oui, mais donc, comme on dit, votre actualité, vous avez joué dans Nicolas Pariser, c'est ça, avec Nicolas Pariser. Oui, un film qui s'appelle Un peu avant minuit avec Melville Poupeau. Melville, vous le connaissez bien. Oui, on a tourné beaucoup ensemble, oui. On se connaît depuis longtemps, donc c'est vrai que c'est toujours un plaisir de le retrouver. On a été frères, mariés, cousins, enfin toutes les cas de figure, à part qu'il n'a pas joué mon fils encore. Mais ça ne saurait tarder. Au rythme où vont les choses, je pense que d'ici l'année prochaine, il sera mon petit bébé. Très drôle, excellent. Et Virginie, mais oui, vous alors. Moi, je suis toujours en tournage là, donc c'est pour ça vrai que. Oui. Parce que j'ai vu qu'il y a Ashghar Farhadi. Oui, là, je suis en train de faire le film d'Ashghar Farhadi. D'accord. Qui est un long tournage. Avec Catherine Deneuve, avec Isabelle Catherine Huppert. Deneuve, avec Isabelle Huppert, Vincent Cassel. beaucoup. Vincent Cassel, Pierre Ninet, Adam Bessa, Bessa, qui joue dans Les Fantômes, qui est formidable. Oui, il est super. Très bon acteur tunisien. Ouais, il est super. India Air, non? Oui, oui. Je l'adore, elle. Bon, elle est bien. Ouais. Et voilà, et donc ça, on est encore en train de tourner. Je termine dans 10 jours. Oui. Et juste avant ça, j'ai, je crois, 2 semaines entre les 2 films, j'ai fait le film de Ryusuke Hamaguchi. Il y a une personne adorable. Plus que ça. Oui, il est délicieux. Délicieux. Je le connais bien. Ouais. Ah, quelle chance, ça, oui. Ouais. Pourquoi? Ouais. Non, mais non, bah, moi, c'est vraiment quelqu'un... Non, c'est un très grand cinéaste. Parce que je pense que j'ai vu Drive My Car et ses autres films. Le Conte de hasard et autres fantaisies que j'adore. Et Le mal n'existe pas plus récemment. Ouais. Bah, c'était une expérience. Ce film-là, il est tourné celui-là. Il est tourné celui-là. Et alors, c'était au Japon? Principalement à Paris, 2 mois à Paris. D'accord. J'ai dû apprendre le japonais. C'est vrai. Oui. Dites-moi, domo arigato, comment ça va? Vous voulez que je vous parle japonais là? Oui, non. Non, je ne vais pas faire ça. Surtout que je l'ai fait la dernière fois, mais j'avais bu 2-3 verres avant et quelqu'un m'a dit, bah, t'as un... Je ne sais plus qu'est-ce qu'il m'a dit, c'était quoi? On dirait une slave, enfin on dirait du hongrois, j'étais mal. Ouais. Mais c'est un merveilleux cinéaste. Ouais. C'est un merveilleux cinéaste. Oui. C'est un merveilleux cinéaste avec une méthode de tournage assez dingue. On faisait énormément de lectures avant, à plat. Où il faut se concentrer. Je dois penser que tu as un gros lot dans le ventre et je dois tout orienter vers ce gros lot. Enfin, c'est vraiment, il installe une atmosphère sur un tournage qui est assez dingue. Et je pense qu'il a des partis pris formels. Étonnant. Oui. Mais ça ne veut pas être lecture, parce qu'il y a une scène de Conte du hasard et autres fantaisies où c'est une sorte de lecture érotique pour stimuler un professeur. C'est une scène magnifique. Magnifique. On est d'accord. Ouais. Bien. Et ça sera un film que là, je sais qu'il est monté assez long, de 3 heures. Mais il fait pas court. Vous viendrez le voir. Hein. J'attends avec impatience. Ouais. Mais j'aurais plein d'autres extraits à vous montrer. Il faut s'arrêter, chat. Oui, c'est ça. Merci. Merci de me le rappeler, Virginie. On va peut-être une question dans la salle. On a un petit temps pour quelques questions dans la salle. Ah, il y a une main qui se lève. 2 mains qui se lèvent, mais c'est la même personne. Bonjour Virginie. Bonjour. Où ça? Si. Ah, salut. Dans mon livre Souvenirs pour mémoire, tu évoquais ta relation avec ton père et les parties d'échecs, qui étaient comme des exutoires. Je voulais savoir si tu mènes un peu la partie de ta vie comme comédienne, comme une partie d'échecs. Bah, vu comment je joue maintenant, si je faisais ça, ça serait vraiment grand chaos dans l'existence, quoi. Je joue comme un pied aux échecs, j'ai aucun truc. Non, pas trop, parce que... C'est-à-dire qu'il faudrait... Ça serait quoi la stratégie? Tu vois, l'idée de l'échec, c'est qu'au bout, tu sais ce qu'il faut que quoi d'ailleurs, que ton... Ouais, échec et mat, quoi, ouais, voilà, tout va bien. Tandis que tu sais pas qu'est-ce qu'il faudrait dans l'existence. Ça me fait penser hier à Jodie Foster, tu sais, l'hommage... et qu'elle a terminé avec son « je suis heureuse » et tout ça. Si on savait exactement c'est quoi le petit chemin, attends, je vais faire ça là pour arriver, là je serais peut-être heureuse. Si on fait ça, c'est nul. Il faut surtout pas mener sa vie comme une partie d'échecs.
Maintenant bonjour. Non, ici. Oui. Du coup, c'est une question pour Virginie Efira. Dans Adieu les cons, vous êtes en binôme avec Albert Dupontel, Oui. qui est acteur et réalisateur. Oui. Qu'est-ce que ça change sur votre travail ou votre rapport sur le plateau, par exemple, d'avoir un acteur qui est aussi votre metteur en scène? Qu'est-ce que ça change? Tu as raison, c'est lui, il faisait vraiment les deux choses en même temps. C'est-à-dire que parfois, il m'écoutait même plus quand on était en train de jouer parce qu'il allait voir le combo. J'étais là, ah, ouais, ah, super. Donc là, c'était quand même assez particulier, surtout que lui, je crois que vraiment, acteur, il trouve ça un peu nul, quoi. Il le fait plus et c'est vraiment un réalisateur qui l'intéresse, donc il te fait bien sentir que acteur, bon, c'est pas très intéressant. Ça a dû être sympa. C'était super sympa, vraiment. Il faut que tu tournes avec lui. Hein. Je te remercie. Et sinon, est-ce que on a joué avec d'autres acteurs, réalisateurs? Sûrement, non. Ouais, c'est chouette, tout est. C'est une manière, je sais pas. J'ai l'impression que ça dépend de quel acteur, réalisateur, quoi. Non? Oui. Voilà. Bonjour, je suis étudiante en cinéma et j'ai une question pour vous deux du coup. J'aimerais savoir qu'est-ce que ça vous a apporté d'avoir été jury dans des festivals. Je sais que vous l'avez été toutes les deux et du coup j'aimerais savoir si ça vous a peut-être changé votre perception du cinéma ou même changé votre perception de recevoir ou voir des films. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Moi, je suis assez passionnée par le métier de Charles et ce qu'il fait ici à Marrakech, ce que tu m'as expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire former les gens à la critique. Ouais, ça, je trouve ça passionnant. Moi, j'ai un grand plaisir, c'est de voir les films. Et le deuxième grand plaisir, et mon compagnon qui est dans la salle le sait bien, parce que je le saoule avec ça, je écoute toutes les émissions de critiques, je lis, etc. Mais il y a quelque chose dans le travail d'analyse, surtout vu après le film, qui fait apparaître des choses que tu as ressenties, pas forcément comprises, ou une autre manière de voir. On revient à la psychanalyse. Regardez comme ça, je trouve, ça me passionne totalement, très fort. Ça n'a rien à voir avec la question. C'était la question. C'était quoi? Si, hein. Ah oui. Mais donc jury, en fait, c'est ça. Non, mais jury, c'est chouette parce qu'en plus, moi, je suis quand même un peu timide, bizarrement, mais oui. Et du coup, ça permet de rencontrer l'autre dans des choses très intimes sans parler de ta propre intimité. En fait, tu confrontes, tu vois, l'année dernière, j'étais jury à Marrakech, c'était quand même super, j'ai Andrew Garfield dans le jury, Patricia Arquette, Jacob Elordi, tout ça est quand même vachement sympathique, mais c'est difficile, en plus de ça, on a peu de temps pour se rencontrer, mais savoir ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont touché dans un tel film, ce qu'ils ont rejeté aussi. Ça donne tellement d'indications sur les gens et ça permet une rencontre à l'autre très profonde et qui me passionne totalement. Je n'ai pas changé mon regard sur le cinéma, mais parfois aussi tu te rends compte de qu'est-ce que c'est que le travail analytique et puis parfois la théorie face à la pratique. C'est-à-dire parfois tu peux aimer quelque chose et le défendre. Ça, c'est presque deux choses. Parfois, tu aimes quelque chose et tu sais que c'est moins défendable, que peut-être que c'est pas un cinéma supra-nouveau et pourtant quelque chose ça touche intimement. Voilà, est-ce qu'on défend ça ou on reste sur des principes plus théoriques? Enfin, c'est vraiment passionnant, en tout cas. Moi, j'adore ça. Moi, j'ai fait des jurys ici, à Marrakech, à Cannes aussi. J'ai plus de mal, en fait, avec l'idée que c'est notre avis sur un film qui va faire qu'il aura un prix ou pas un prix, et que ça, du coup, aura un impact sur son destin, peut-être. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais. Évidemment, ça m'intéresse, et c'est aussi l'occasion de voir des films que peut-être je ne serais pas allée voir de moi-même. Et c'est intéressant d'avoir les points de vue d'autres cinéastes ou acteurs d'autres pays avec des carrières tout à fait différentes les uns des autres, etc. Mais malgré tout, j'ai quand même aussi toujours une petite appréhension à être à cet endroit-là et à me dire dans quelle mesure toi tu es légitime pour avoir voilà. Mais pour avoir avoir une opinion, voilà, une opinion sur un film, c'est difficile. Quand j'étais jeune, peut-être je me posais moins de questions, et c'est à ce moment-là d'ailleurs que j'ai fait le jury de Cannes, mais j'avais seulement 26 ans. Je pense que mon expérience aujourd'hui, si je devais être dans le jury de Cannes, serait complètement différente et peut-être même moins spontanée
qu'à l'époque. Donc c'est une place qui est à la fois super, parce qu'en même temps, on se dit, ah, mais il y a un film qui peut-être serait passé sous les radars, qu'on peut mettre en lumière, et en même temps, d'un autre côté, parfois, je questionne ma capacité ou ma légitimité à le faire. Donc, de toute façon, tout ce qui pose des questions, c'est intéressant pour le travail, même si ce n'est pas des questions directement liées au travail qu'on fait. Mais en tout cas, c'est intéressant aussi d'interagir avec des gens complètement différents, quoi. C'est vrai. Je valide. On découvre les gens à travers la façon dont ils perçoivent. Oui, mais c'est aussi une responsabilité. C'est vrai. Aussi, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est pas toujours Ça, évident. c'est un enjeu important aussi. Ouais. Je vous propose de conclure sur ces belles paroles. Je vous remercie infiniment toutes les deux. Merci à vous. Virginie Garin.